Comment ceux qui ont accompli de grandes choses les ont accomplies? Quel a été le secret de leur réussite, la manière dont ils ont réussi à accomplir ces grandes choses? Beaucoup de facteurs entrent en jeu, mais dans ce qui concerne, beaucoup de productions de l'esprit, mais aussi des productions manuelles, il y a une chose qui a été déterminante, c'est dans le cas de l'ensemble des personnes qui ont accompli de grandes choses, leur capacité à se concentrer. Carl Gustav Jung, afin d'écrire son œuvre, s'est mis retiré dans une tour de bois pendant toute la journée, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, afin de travailler sur ses projets. Bill Gates était concentré pendant plusieurs heures lorsqu'il a lancé Windows. Cette faculté de concentration, Cal Newport l'appelle le deep work. Le deep work, c'est un travail qui est effectué dans une concentration maximale, où les capacités cognitives sont au maximum. C'est ainsi qu'on progresse et toutes les personnes qui réussissent font du deep work. Le deep work, c'est précisément le moment où il n'y a plus de distraction. Pas de SMS, pas de notification, pas de message, pas de mail, rien. Pas de personnes qui viennent cogner à votre porte, pas de bruit de voiture, rien. C'est la concentration ultime totale. On estime que un employé passe environ 30% de son temps à répondre et à lire aux mails. Tout ça constitue le travail superficiel. Le travail superficiel, c'est l'inverse du deep work. Le deep work, c'est vraiment le travail à concentration ultime. Le travail superficiel, ce sont des tâches qui demandent peu de capacité cognitive, où on peut faire un peu ce qu'on veut quand on veut. Ce sont les tâches qui clairement sont reproductibles, qui ne sont pas exigeantes, qui sont faites dans un état distrait. Par exemple, répondre aux mails, en tout cas peut-être pas à tous les mails, mais la plupart des mails ne demandent pas une attention cognitive énorme. Cal Newport nous rappelle que en réalité le deep work c'est une compétence qui s'apprend et c'est une compétence qui a une valeur intellectuelle inestimable. Savoir se mettre en état de deep work, c'est quelque chose que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. Ils sont toujours distraits par les SMS, par les notifications. Nous sommes dans un monde de distraction ultime où il y a des distractions partout et l'objectif c'est du deep work, c'est précisément de mettre ces distractions de côté pour avancer, pour, comme dirait l'autre, get the shit done. Et c'est d'ailleurs l'ambition de la chaîne Autodisciple. Au départ en tout cas, l'ambition de cette chaîne, c'est faire en sorte que, peut-être après c'est plus vraiment l'ambition de la chaîne, mais en tout cas au départ c'est faire en sorte que on parvienne à se concentrer dans un monde où il n'y a que des déconcentrations. Or, pourquoi est-ce que c'est une compétence intellectuelle inestimable? Avec l'économie de l'information, nous ne sommes plus des ouvriers. Ça veut dire que un ouvrier, en général, il a des tâches répétitives, algorithmiques, qui sont plus ou moins reproductibles facilement. Avec l'économie de l'information, les compétences à acquérir demandent du temps, de l'énergie et énormément de ressources. Savoir coder en Python demande un certain temps et des capacités cognitives, non pas supérieures, mais bien exploitées. C'est là qu'intervient le deep work. Or, il faut maîtriser ces tâches complexes qui demandent un effort le plus rapidement possible. Parce que les technologies évoluent et il faut savoir se mettre à jour rapidement. Donc travailler bien, efficacement et de manière intense. Or, la capacité à deep work nous permet justement d'accomplir ces tâches qui demandent énormément de distraction. Quelqu'un il prend l'exemple de je sais plus qui au début du livre où il a réussi à maîtriser, à apprendre à coder en l'espace de quelques mois, simplement en se concentrant, en allant dans sa chambre et en lisant quelques livres. On est véritablement dans un race against the machine, avec ceux qui contrôlent les nouvelles technologies et ceux qui ne les contrôlent pas. Il y a trois types de personnes qui, en général, réussissent dans la vie, ou en tout cas jouissent des conditions matérielles de ce monde. Hein, soit il y a trois possibilités, soit la personne est très compétente, soit la personne est extrêmement créative, soit la personne est extrêmement riche. Alors pour être extrêmement riche, l'auteur dit qu'il n'a pas la solution, donc il dit que par contre pour être compétent et créatif, ça c'est possible et c'est possible grâce à quoi? Grâce au deep work. Ces deux capacités, être compétent et être créatif, demandent de savoir maîtriser rapidement des choses difficiles et de produire un travail
de qualité très rapidement. Et tout ça, ce sont le résultat du deep work. En réalité, en réalité, la thèse de l'auteur, c'est que pour apprendre, en fait, comment est-ce qu'on apprend quelque chose? Eh bien, c'est simplement lorsque l'on se concentre de manière intense. En psychologie, on parle de la pratique délibérée. On peut tous tout apprendre, il faut simplement savoir être concentré. Au niveau cognitif, cela arrive avec ce qu'on appelle la myéline, qui est la graisse qui entoure les neurones. Et cette graisse, plus elle est grande, plus elle permet le passage rapidement de l'information entre les synapses. Et en réalité, avec les oligodendrocytes, qui en fait sont des cellules qui vont entourer de myéline les deux neurones, et bien ce processus-là, c'est le processus d'apprentissage. Et quand on est en deep work, et bien ce processus se crée, est mis en place, est accéléré. Puisque pour apprendre quelque chose, c'est tout simplement créer des nouvelles connexions entre un neurone. Et pour créer ces connexions, il faut être dans un état de concentration, parce que sans concentration, eh bien, en réalité, il n'y a pas de connexion qui peut se faire, puisqu'on est toujours déconnecté, déconcentré, on est toujours attentif à autre chose, donc on ne peut pas apprendre quelque chose de nouveau. Faire du deep work, c'est être dans une production d'exception. Les seules personnes qui peuvent être capables de se passer du deep work et faire du bon boulot, ce sont probablement les PDG. Mais ce sont des PDG uniquement les PDG de très grandes entreprises qui doivent répondre à de multiples sollicitations parce que c'est leur travail. Et ces personnes-là peuvent se permettre de ne pas faire du deep work parce qu'ils payent des gens pour faire du deep work à leur place. Aussi, toi, tu as besoin de faire probablement, si tu écoutes cette vidéo, peut-être pas, mais probablement que tu as besoin de faire du deep work si tu veux atteindre tes objectifs. Le deep work, c'est aussi une expérience rare. Le travail du savoir est dans une ambiguïté parce qu'il est lié à une hyper connexion et toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du savoir ont en général affaire à Internet, à des chats mails, des box, etc. sont hyper connectés. Ce n'est pas cette hyper connexion qui permet justement d'entrer en deep work. Pire encore, les personnes qui sont dans l'économie de la connaissance travaillent entre 30 et 25 heures en dehors du bureau à surveiller leur messagerie. Hein, c'est l'exemple avec Leslie Perlow qui laissait ses ingénieurs injoignables pendant une journée. Le deep work dans notre société, je ne sais pas de quoi je parle, j'ai noté un truc, je ne comprends pas ce que je dis. Le deep work est peu valorisé car l'impact de la déconcentration est difficile à évaluer. En effet, comment est-ce qu'on sait que quand on paye un salarié pendant 35 heures et qu'il travaille peu de temps, qu'il ne travaille pas 35 heures mais il travaille 20 heures, comment on sait vraiment combien de temps il travaille? C'est difficile à évaluer. Et comme c'est difficile à évaluer, eh bien on a tendance à laisser ça de côté. D'autant plus que c'est très facile d'être happé par les sollicitations. Avec un mail comme «T'en penses quoi?» En fait, on perd énormément de temps. TF la 25e heure, le secret de 300 start-upers avec les mails «T'en penses quoi?» C'est les mails auxquels ils sont les plus longs à répondre en réalité. Parce que t'en penses quoi? Ça demande de faire une réponse hyper fournie, etc. Alors que la personne a juste posé une question comme ça. Il faut réfléchir à ce qu'on fait, etc. En fait, on a tendance à être dans un monde de technopolie où on rend les nouvelles technologies invisibles, hors de propos. On ne va pas questionner les nouvelles technologies et leurs influences sur le monde car on estime que ces technologies ont beaucoup à nous apporter. On estime que même si Facebook déclenche des débats, fait des choses qui sont peut-être néfastes, négatives, ça permet énormément de choses et c'est pour ça que on dit que de toute façon, c'est suffisamment utile pour qu'on puisse ne pas s'en passer. Et on estime que si un comportement est lié à Internet, c'est un bon comportement. Si on a Facebook, si on a Twitter, en général, c'est très bien. Dès qu'on commence à ne pas avoir ces réseaux sociaux, on a tendance à être marginalisé. Pour atteindre ses objectifs, il faut être comme le forgeron. Le forgeron, c'est quelqu'un qui est dans un état de deep work de manière normale. Parce que pour réaliser cette tâche, forger une arme, cela demande des compétences manuelles et intellectuelles très précises où l'individu n'a pas le temps d'être déconcentré et ne peut pas être déconcentré car quelques degrés de différence au niveau de la chaleur de la lame, des résultats très néfastes. Et en réalité, c'est un peu l'anormalité
dès que l'on est un travailleur du savoir, d'être dans un deep work. Quelqu'un qui, au lieu d'être hyper connecté, qui ne répond pas à ses messages, sera tout et s'enferme dans son bureau pendant 1 heure en disant: «Voilà, vous ne me dérangez pas s'il vous plaît», on lui posera des questions, on sera interrogatif à son comportement, tandis que quelqu'un qui répond aux mails très rapidement, eh bien, sera valorisé. Or, il y a 3 arguments qui montrent que faire du deep work est une très bonne idée. D'abord, un argument neurologique. Savoir gérer son attention, c'est une compétence de vie. Savoir, dire non à, aux distractions, c'est une compétence. D'autant plus que lorsque se concentre sur son attention, eh bien, on obtient généralement d'excellents résultats. Il parle d'une dame qui avait un cancer et qui a décidé de ne pas se concentrer sur son cancer, mais de se concentrer sur ce qui comptait dans sa vie, écrire son journal, aimer sa famille, etc. Et elle a beaucoup mieux vécu son cancer. Aussi, dès qu'on met son attention sur ce qui compte vraiment, les tâches difficiles qui demandent de l'énergie et qu'on peut où on peut apprendre de nouvelles choses, eh bien, on va se sentir bien, on va avoir accompli des choses intéressantes pour nous, qui vont faire sens. Contrairement à si on met son attention sur la boîte mail, alors on est en mode stress, tout change tout le temps. On a l'impression d'avoir fait une journée superficielle puisqu'on a effectué du travail superficiel que tout le monde peut faire, qui apporte peu de sens. On est épuisé, on est contrarié. Pour le cerveau, c'est plus difficile et psychologiquement, neurologiquement, on a le signe que ce n'est pas un travail d'importance. Or, le deep work indique au cerveau que ce travail est important et donc va de pair avec une valorisation intérieure. D'un point de vue psychologique, le flow rend heureux. Par essence, c'est un état gratifiant. Passer une journée avec son hamac, en réalité, sur son hamac en train de ne rien faire, c'est peu valorisant. À la fin de la journée, on se sera dit: mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Pas grand-chose. Alors que si je suis entré dans l'état de deep work, eh bien je serai très heureux. Peut-être faire une distinction que l'auteur ne fait pas entre le deep work et le flow. Je pense que la distinction est que le flow, c'est vraiment le moment où on est dans une période où nos compétences et la tâche à effectuer sont vraiment en adéquation, où c'est suffisamment difficile pour que ça nous donne un défi intellectuel, mais c'est pas non plus trop facile, mais c'est pas non plus trop difficile pour qu'on ait envie d'abandonner parce que c'est complètement hors de notre portée. On peut considérer que le deep work, c'est plutôt, l'attention et le fait de se concentrer sur une tâche et d'être focus pendant un certain temps et automatiquement, on va rentrer dans le flow quand on fait du deep work, mais le deep work, c'est vraiment l'idée que, heu, qu'importe la tâche, ce qu'il faut, c'est se concentrer. On peut faire du deep work en se concentrant, en faisant des choses sur lesquelles on n'a pas du tout prise ou en faisant des choses, oui, sur lesquelles on n'a pas trop prise. Bon, voilà, on va finir par rentrer dans le flow, je pense, à un moment donné, mais ça va peut-être prendre plus de temps, alors qu'on peut peut-être choisir des activités, en fait, qui vont nous permettre de rentrer dans le flow plus facilement. C'est pas le propos de l'auteur, son propos, c'est vraiment de montrer en quoi la concentration est bénéfique. Troisième argument, un argument philosophique pour dire que l'état de deep work, c'est un excellent état. L'état de deep work donne du sens à votre travail. Pour Cal Network, c'est pas un network, c'est Cal Newport. Une vie profonde est une vie satisfaisante. Une vie profonde, c'est-à-dire une vie où on a fait, où on sait, où on est allé en profondeur dans la tâche, contrairement à une vie superficielle qui est peu gratifiante, qui fait peu sens pour l'individu. Maintenant, nous allons voir les 4 règles qui permettent de rentrer dans le flow plus facilement. Règle du numéro 1 du deep flow, travailler en profondeur. Cal cite l'expérience où il avait fait psychologue du flow, son nom, mais c'est impossible, Mikhail Senzovic, je ne sais pas comment on prononce son nom, où vous avez dit il bipait, il faisait en sorte de voir ce que les gens faisaient à tel ou tel moment, telle ou telle période de la journée.
Et sans surprise, les gens luttaient contre leurs désirs, hein. Le Deep Flow, c'est lutter contre ses désirs. Il y avait énormément de désirs. 3 principaux qui étaient le sexe, le sommeil et la nourriture. Cal suggère de préparer des rituels ou des routines pour faciliter le travail de la volonté, qui est un travail nécessairement limité, comme on l'a vu dans The One Thing. En fait, il faut vraiment choisir son style. Il y a 4 styles de deep work différents. D'abord, le style monastique. On évite à tout prix les distractions tout court. Et on ne se distrait jamais. Toute l'année, on se va dans une cabane. Le deuxième style, ça peut être peut-être plus souple, c'est bimode. On vit une vie en partie monastique et en partie libre. Par exemple, toute la journée, vous êtes en monastique, et puis le soir seulement, vous vous détendez. L'été, vous êtes en monastique, l'hiver, vous n'êtes pas en monastique. Le week-end, vous n'êtes pas en monastique, la semaine, vous êtes en monastique. Ou bien, il y a le rythmique. C'est par exemple chaque jour, tous les jours, pendant 2 heures. Pendant 2 heures en fonction de votre emploi du temps, en fonction de ce que vous pouvez faire. Ou bien la philosophie journalistique, c'est on se met en deep work dès qu'on a un temps. L'auteur met un petit bémol quand même à cette attitude parce que ça demande une capacité à basculer rapidement en deep flow, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, en tout cas pas au début, c'est une compétence à acquérir. Donc vous pouvez choisir le style que vous voulez. Si ça vous arrange de le faire 3 fois, 3 jours, pendant 3 jours non-stop, ou au contraire peut-être plutôt 2 heures par jour, 3 heures, 4 heures, au-delà de toute façon, vous ne pourrez pas faire plus que 4 heures de flow par jour. Même les personnes qui se dédient à ça, en réalité, ne font pas plus que ça. Elles vont, c'est un peu l'exemple de Charles Darwin qui consacrait 3 heures à l'écriture de ses ouvrages par jour, avec une pause au milieu, Il faisait 1 heure et demie, quelque chose, et 1 heure et demie. Et l'après-midi, il allait se promener. Donc le mec qui a révolutionné le monde, il a travaillé 3 heures par jour. C'est pas énorme, hein, 3 heures par jour. Ce qui compte, c'est justement, c'est pour ça que le deep flow, c'est puissant. Parce qu'en fait, c'est pas grand-chose, mais c'est un état où justement on accomplit de grandes choses si on arrive à être complètement focus. Donc l'auteur suggère de ritualiser, comme les grands artistes, hein. Les grands artistes, en réalité, ce sont des gens qui pensent comme des artistes, mais qui travaillent comme des comptables. Travaillent autant. Voilà, donc vous pouvez faire en sorte d'avoir, je sais pas moi, des endroits spéciaux, des processus, des rituels. Vous vous dites, voilà, avec mon café, je me mets à ce moment-là, à cette heure-ci, devant cette chambre, dans ce café, quoi qu'il en soit, quoi qui puisse vous aider à rentrer dans cet état de deep flow. Parfois, on peut même employer les grands moyens, payer pour ça, hein. C'est ce qu'a fait J.K. Rowling. Elle avait du mal à écrire le 7e tome d'Harry Potter, et puis elle a payé un hôtel à 1 000 $ la nuit. 5 étoiles. Mais elle a fini par écrire parce qu'elle a fait un investissement et donc symboliquement ça l'occupait à écrire. Certains changent de lieu, certains. Il y a même un patron qui avait payé le Paris-Tokyo, qui payait l'aller-retour Paris-Tokyo pour faire en sorte que je viens de me cogner la tête, mais c'est pas grave, pour faire en sorte, parce que c'est le mouvement de l'avion, pour faire en sorte que ils écrivent pendant les 10 heures de l'aller-retour et comme ça, boum, c'était fait. Pas de distraction. Le deep work, suggère l'auteur, n'est pas non plus incompatible avec du travail en commun. On connaît Bell Labs, où les auteurs parfois étaient devant des tableaux, etc. Travailler en commun, en deep work, c'est pas impossible. Sachez, il faut simplement se garder à l'esprit que il faut garder un moment aussi individuel de deep work. Et le deep work, on peut très bien faire du deep work à plusieurs si on se met en tête chacun que c'est le moment de travailler sur la tâche. Ensuite, il va nous donner il va nous donner le 4DX ou comment être concentré. Pour être concentré, il faut avoir un objectif clair. Il faut avoir 2 indicateurs. Un indicateur de résultat sur les retours, mais aussi un indicateur de stratégie, ce qui permet d'avoir de bons résultats. Un bon indicateur de stratégie, c'est difficile à avoir, c'est-à-dire savoir quelle méthode nous permet de progresser. Déjà, alors là je parle personnellement, on peut lire des livres sur telle ou telle chose. Je sais pas, par exemple, si vous voulez progresser en mémoire, lisez des livres sur les techniques de mémorisation, mais on peut aussi passer du temps sur l'objectif tout simplement. Passer du temps, c'est un indicateur de stratégie. Ensuite, vous mettez un tableau d'affichage stimulant. Vous mettez votre tableau comme ça avec vos calendriers. Vous mettez des croix dès que vous avez fait une journée de deep work. Et ensuite, vous faites vos bilans et vous vous dites, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait, qu'est-ce qui m'a permis d'avancer, etc. Il faut savoir aussi pratiquer l'arrêt intellectuel, être paresseux, c'est génial. L'auteur d'ailleurs se vante, je ne sais pas comment dire autre chose, se vante d'arrêter sa journée à 17h30. Il ne travaille plus après 17h30. Et il ne travaille pas le week-end non plus. Et pourtant, il écrit 9 articles, peer review, revus par ses pairs.
pendant un an, ce qui est un nombre d'articles incroyable et impressionnant pour un conférencier et un chercheur. Et c'est important d'arrêter de pratiquer l'arrêt intellectuel pour 3 raisons. Déjà, ça permet au subconscient de traiter les tâches. On sait depuis Blink de Malcolm Gladwell que les meilleures décisions ne sont pas des décisions prises rationnellement, en tout cas pas nécessairement. Surtout pour des choses où justement l'inconscient, en fait, pour des choses qui demandent du conscient, par exemple faire une équation, il faut le faire avec la tête. Mais si ce sont des décisions qui prennent des émotions, etc., peut-être même des nouvelles manières d'agencer les choses, le subconscient est capable de le faire très facilement. Donc en fait, quand on prend du temps libre, on laisse le subconscient résoudre les tâches, ce qui fait que après ça passe au conscient quand on retravaille. Faut être plein d'énergie. Donc ça permet d'être plein d'énergie. Par exemple, répondre à ses mails avant de se coucher, ça prend de l'énergie mentale, donc évitez ça. Et avoir un rituel de l'arrêt. C'est-à-dire que, je sais pas moi, à 17h30, je sais pas, vous faites un certain nombre d'étapes. Vous choisissez, je sais pas, vous levez votre bureau et vous dites task done. Et comme ça, votre cerveau sait que boum, ok, je travaille plus. Voilà. Et il se concentre sur la tâche à effectuer. Ça va peut-être prendre 1 à 2 semaines avant que votre cerveau mette en place l'habitude, mais ça vaut le coup selon l'auteur. Règle numéro 2, il faut éteindre l'ennui. La concentration, c'est une compétence. En effet, certains ont du mal à le faire, notamment à cause des nouvelles technologies qui nous rendent addicts. Voilà, vous êtes au courant si vous regardez cette chaîne probablement que Facebook avait créé de la dopamine avec les petites notifications. Donc le but, c'est absolument d'éviter tout ça. Donc il faut vous interdire toute distraction. Par exemple, pas d'internet. N'utilisez pas internet quand vous faites du deep work. Trouvez un moyen de ne pas utiliser internet. Au lieu d'apprendre à coder en ligne, allez sur un livre et utilisez un ordinateur avec la fiche de commande. Si jamais ça ne marche pas, eh bien, donnez-vous 5 minutes au départ de deep work, puis 10 minutes, puis 20 minutes. Et pareil à la maison, interdisez-vous toute distraction. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter absolument toute distraction, mais refuser que la distraction ne perturbe l'attention au moment où on en a besoin. Hein, il faut créer des créneaux pour Internet. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation productive, c'est-à-dire la marche, c'est-à-dire vous marchez et puis vous réfléchissez au problème. Évitez quand vous réfléchissez au problème comme ça, sans papier, sans rien, d'avoir des boucles, se méfier des boucles. Ce moment où on pense à quelque chose, qui nous met à quelque chose. Non, vous dites, ok, je suis dans une boucle, boum, je reviens au problème. Et essayez de structurer la réflexion. Hein, comment bien débuter le chapitre. Boum, la question précise qui vous met au problème directement. Et vous, comme ça, vous ne refaites pas tout le chemin de ce que vous avez déjà fait pour éviter d'avoir à vous poser la question difficile ensuite. Règle numéro 3, dire bye bye aux médias sociaux. Il faut avoir une approche de l'artisan vis-à-vis des médias sociaux. Est-ce que si vous utilisez ces outils, les bénéfices seront supérieurs aux risques? Si les bénéfices sont supérieurs aux risques, utilisez ces réseaux sociaux. Si ce n'est pas le cas, ne les utilisez pas. Donc évitez une démarche où on utilise l'outil juste pour un seul et unique avantage. Par exemple, j'utilise Facebook pour contacter mes vieux amis. Bah non, mais non, c'est pas une bonne idée. Vous allez en fait perdre votre temps si c'est juste pour ça. Parce que voir des vieux amis, ben probablement que vous pouvez les recontacter d'une autre manière, ou alors vous pouvez juste les contacter à ce moment-là, mais utiliser Facebook que pour ça. Vous pouvez passer 5-10 minutes, mais ensuite, dès que vous allez utiliser Facebook, automatiquement, vous irez sur une autre page. Donc, pour éviter ça, en fait. Quels sont vos objectifs et en fonction de quels objectifs vous utilisez telle ou telle plateforme? Les réseaux sociaux nous font croire que si on ne les utilise pas, on passe à côté de quelque chose. Essayez une détox de 30 jours sans réseaux sociaux et voyez quels ont été les bénéfices. Si ça vous a semblé que vous avez manqué quelque chose, des choses essentielles et importantes, recommencez à les utiliser, sinon ne les utilisez pas. Savoir stopper Internet. Quand on est salarié, souvent on ne voit pas les 6 heures en dehors du boulot comme quelque chose où on doit penser. Hein, mais en fait, on doit aussi être en mouvement pendant ces 6 heures, sauf pendant le sommeil, bien sûr. Ça nous stimule, ça nous rend épanouis et moins fatigués. Hein, l'auteur prend vraiment l'idée que la journée ne s'arrête pas au moment où on arrête de travailler. Et quand on arrête de travailler, eh bien, si on commence à se distraire trop en tout cas et qu'on fait rien de productif pour nous, eh bien, on va perdre un peu de sens et on va se dire que tout est lié au travail. Et alors au travail, si en plus vous faites des tâches superficielles, ça va pas aller. Règle numéro 4, fuir la superficialité. Il reprend l'exemple de l'entreprise
Basecamp qui a mis ses journées à 4 jours par semaine avec des meilleurs résultats. On peut avoir un flow de max 4 heures et 1 heure pour un enfant. Or, les tâches superficielles peuvent nous prendre beaucoup de temps. On utilise souvent mal notre temps, plus qu'on ne le pense. Les adolescents interrogés disent passer 16 heures devant la télé quand en réalité ils en passent 28. Les travailleurs disent faire 60 heures de travail par semaine lorsqu'ils n'en font que 45. Une bonne idée peut être de planifier votre temps et votre journée. Faites un carnet et s'il y a un imprévu, réécrivez. Vous planifiez votre journée, vous dites je vais faire ça, 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 ça. Et comme ça, vous mettez les temps, vous mettez du deep work et vous gardez un peu de temps pour les tâches plus superficielles qui doivent être faites néanmoins. Le carnet n'enferme rien. Hein, c'est un mix entre spontanéité et structure. Si vous êtes trop spontané, vous n'avez pas de carnet, en fait, vous allez peut-être vous laisser porter par trop de choses et vous n'aurez pas de choses fixes à faire dans la journée. Et vous allez en général finir devant les réseaux sociaux. Ce qui est normal, c'est le principe, la volonté est faible. Et ça maintient une structure, mais ça ne veut pas dire que la structure est trop rigide. Par exemple, si vous avez une super idée que vous sentez qu'il faut vous vous lancez, réorganisez-vous, c'est pas grave. Et parfois, vous êtes obligé de tout réorganiser, c'est pas grave. Réorganisez quand même, ça va pas vous faire perdre du temps, au contraire. Comment savoir si une activité c'est du deep work ou ça n'est pas une activité? Essayez de vous poser la question, combien de mois devrais-je former quelqu'un pour réussir à faire la tâche à ma place? Par exemple, relire un article universitaire pour que la personne soit au courant et des compétences qui sont nécessaires et de la littérature en général, des attendus implicites d'un tel article, c'est 50 mois. Faire une présentation ou point sur l'état des finances de l'industrie, peut-être 1 an. Donc c'est plutôt une tâche superficielle. Savoir ne pas dire oui, on l'a vu avec The One Thing. Devenez difficile à joindre. Tous les messages de votre boîte mail ne se valent pas. Mettez un filtre. Soyez non joignable. Dites envoyez-moi un message si et seulement si. Vous mettez des conditions bien précises. Avec des messages faites en sorte que les messages qu'on vous envoie soient le plus précis possible. Salut, est-ce qu'on peut se voir? Point d'interrogation. C'est trop vague. Ça demande trop de temps. Salut, je veux qu'on se voit parce que j'ai aimé ton article, notamment sur le point de, je sais pas moi, du sport. J'aimerais qu'on se voit entre midi et 2 heures le jeudi 29 janvier. Est-ce que tu es disponible? Point d'interrogation. Ça demande pas beaucoup de temps à répondre. C'est beaucoup plus facile. Faites des réponses centrées sur le projet. L'auteur en parle dans le livre, je vous laisse découvrir ce que ça donne. En gros, c'est si quelqu'un vous pose une question, essayez de voir ce qu'il voulait dire par là et d'anticiper les futures réponses et de faire une réponse longue et détaillée qui évitera qu'il n'ait à répondre autre chose que oui ou non. Ou, bien sûr, s'il y a un problème, s'il y a un problème, il pourra le dire. Ou si jamais il a d'autres, voilà, si jamais il a réussi, il dira bon voilà, on passe à la suite. Enfin, faites comme les profs à l'université. Ne répondez pas aux mails s'ils sont ambigus, comme je l'ai déjà dit. Il faut savoir, comme dit Tim Ferriss, laisser les choses mal aller. Si on veut entrer en deep work, il faut savoir faire des concessions. Et il y a des moments où on va forcément décevoir des gens et on ne va pas répondre. Mais c'est ainsi, il faut l'accepter. L'auteur termine sur le fait que faire du deep work, c'est faire de grandes choses. Donc deep work de Cal Newport, c'est cool parce que j'avais laissé spécialement dans ma liste une place pour... j'avais fait 29 livres et j'avais laissé une place pour un livre que je savais que en fait j'allais demander à quelqu'un pendant le mois et je savais qu'il y aurait un livre peut-être intéressant qui aurait pu m'être suggéré pendant le mois. Donc merci à Adrien qui me l'a passé gentiment, que j'ai lu, qui m'a passé hier, donc je l'ai lu aujourd'hui, en un jour. Donc ça c'est vraiment cool. Et donc je pourrais lui rendre demain et je vais lui passer le livre, un livre que j'ai lu. Voilà, donc ça va être cool. Il pourra me dire ce qu'il en a pensé. Donc ça c'est vraiment le partage de connaissances. J'adore. Il m'a dit qu'il avait lu le livre 3 fois, qu'il avait adoré. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est clair, c'est limpide. Bon, 2-3 trucs où il manque des liens logiques. Je sais plus quand. Soit faudrait relire, mais voilà. Mais bon, c'est des détails, globalement, c'est bien. Je vous conseille la lecture. Et en fait, ça m'a fait réaliser que voilà, j'étais en deep work. Si je voulais lire, il faut que je me mette en deep work et voilà, faut que voilà, c'est tout. Donc ça, je suis très content. Ça m'a fait prendre conscience de ma pratique, de ce que je faisais, de pourquoi je le faisais, etc. Et ça m'a fait... Ouais, j'étais un peu plus heureux à la fin de ce livre parce que je me suis dit, ouais, ok, en fait, quand je suis en train de lire, là, je suis en train de faire ce défi 30 jours sans livre, en fait, je suis en train d'être en deep work tous les jours.
et parce qu'il faut être en deep work si je veux lire. Et c'est cool en fait, parce que ça m'a conforté dans ce que je voulais faire. Ça m'a aussi ouvert de nouvelles possibilités. Ça m'a bien montré que si je veux réussir à accomplir ce que je veux réussir à accomplir, il faut que je sois très concentré. Que j'étais dans une démarche plutôt positive et qu'il fallait que je continue dans cette démarche. En tout cas, l'auteur valorise, il dit vraiment, pour lui, c'est une valorisation, une vie de concentration, c'est une vie réussie. En fait, à la fin, il te pose la question, est-ce que tu veux changer le monde ou pas? Est-ce que tu veux participer au monde ou pas? Est-ce que tu veux être dans la vie des idées ou pas? Et c'est une vraie question, est-ce qu'on veut être dans la vie des idées ou pas? En tout cas, si on veut pas forcément participer à la vie des idées, parce que c'est pas forcément le rêve d'une vie, je veux dire, faire des choses qui changent le monde, je sais, enfin, c'est pas forcément ce qui rend heureux, quoi. Par contre, faire du deep work, faire des activités où on est intensément concentré, dans une époque où, bien sûr, tout ça, c'est dans un contexte occidental où on a du temps, de l'argent, des ressources, mais dans une époque comme la nôtre, avoir du deep work, c'est vraiment cool parce que je pense c'est aussi, ouais, là où on se frotte à la difficulté. Évidemment, je pense que c'est vraiment d'un point de vue intellectuel, parce qu'il y a aussi, il y a pas que du deep work, je pense, pour se sentir entre guillemets bien, pour être heureux. Je pense qu'il y a, quand on est dans le travail, etc., il y a du deep work. Et parce que c'est quand même quelqu'un qui a une vie assez rangée, j'ai l'impression. J'ai l'impression, hein, voilà, je veux pas machin. Il a une femme et des enfants, et c'est un professeur à l'université, donc il a une vie assez réglée, assez spéciale dans l'élite. Euh, je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir un mix, une dialectique justement, tension entre des moments comme ça de deep work dans la semaine, quand on a des projets à accomplir, comme ça on fait ce qu'on a à faire, et puis des moments où on est beau, où on est peut-être, je sais pas moi, on voyage, on fait n'importe quoi toute la journée, d'enchaîner aussi, d'avoir ces moments-là, je sais pas, on va faire du saut en parachute, des moments où on sort de notre zone de confort, mais pas seulement intellectuellement, voilà. Donc je pense que c'est vraiment ça sur le côté vie intellectuelle, travail, être concentré au travail, réussir ses objectifs intellectuels quand on en a. Je pense que j'en ai, donc ça c'est vraiment cool d'avoir pris conscience de ça et de me dire voilà, maintenant j'ai plus qu'à bosser. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à bosser, il faut que je finisse. Voilà. C'était mon avis sur Deep Work, donc